Il est 20h sur la télévision togolaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici d'abord les titres de ce dimanche. Journée africaine de la sécurité routière. La courtoisie sur la route est au centre de la célébration de cette année. Scan Togo a pour l'occasion organisé une visite de terrain. Elle a permis aux journalistes de découvrir le système de management de cette entreprise. Des précisions à suivre dans ce journal. Les feux de brousse ou de végétation tardif, une pratique courante en saison sèche. Il est annoncé la réglementation de ce phénomène au Togo, mais en attendant, les conséquences, les mesures préventives et quelques conseils pratiques à suivre dans ce journal. Et puis un rapport a été élaboré par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia. Il porte sur la perception et le coût de la corruption au Togo. Tous les détails à suivre dans ce journal. La journée de la sécurité routière a été célébrée ce vendredi par Scan Togo. Elle a été marquée par une visite de terrain sur le site de production de clinker à Tabligbo. Le système de management de l'entreprise a été présenté à cette occasion aux journalistes. Des précisions avec Chris Sagbedinou et Louis Cassi. Plaque de haute visibilité fixée à l'arrière des camions, port obligatoire de masques, d'épis et de ceintures de sécurité, système de géolocalisation intégré au tableau de bord avec caméra de surveillance. Un système de management sécurité routière qui prend en compte tous les détails. Nous sommes à Scan Togo, filiale de Heidelberg Cement Group. Ici, on fait de la sécurité, que ce soit sur le site ou en dehors, une priorité. Objectif, prévenir au maximum les accidents sur les routes togolaises. Nous avons commencé ce projet 2019-2020 et bien avant cette période-là, nous avons des cas d'accidents mortels allant de 5 à 10 dans le cluster. Mais de 2019 à 2020, il n'y a presque pas d'accidents mortels. Il y a ce que nous appelons les patrouilles sur les différents corridors pour suivre un peu le comportement des chauffeurs sur les voies. Nous sommes outillés. Par exemple, quand nous parlons de GPS, le système de géolocalisation, ce sont des outils que nous avons installés et suivis chaque fois avec des rapports. Et ce système GPS est couplé de caméras pour essayer de couvrir un tant soit peu tout ce que nous avons déjà identifié comme étant des causes principales des situations indésirables, voire les accidents que nous ne souhaitons pas. Le plan d'action sécurité routière mis en branle est expliqué aux journalistes dans le cadre de la célébration de la Journée africaine de la sécurité routière. Il cible les camions qui subissent les contrôles réguliers, mais aussi les transporteurs. Il y a d'abord un contrôle journalier qui se fait au niveau du parking et puis un contrôle beaucoup plus poussé qui est un contrôle indépendant effectué par un prestataire externe et qui nous assure les bonnes conditions ou l'état normal de fonctionnement des camions. Avec les transporteurs, nous avons créé ce que nous appelons le passeport du chauffeur. Ce passeport-là, c'est un lien qui unit Heidelberg Cement Togo et le transporteur. Donc dedans, il y a un certain nombre de formations, un certain nombre de sensibilisations qui sont entreprises sur l'année et il y a un recyclage qui est fait. C'est en fait agir sur le comportement des chauffeurs. Parce que la majorité des accidents, quand même, à plus de 90%, c'est lié à l'attitude et au niveau comportement. Un parking tracé d'une capacité de 200 camions est aussi mis à la disposition des transporteurs pour réguler le trafic des véhicules. À différents niveaux, des panneaux renseignent visiteurs et personnels sur les approches de sécurité routière adoptées par Scan Togo pour éviter toutes sortes d'accidents et préserver les vies humaines. La brigade forestière de Kalaré dans le parc national Fazao Malfakassa a été rénovée. Les travaux lancés il y a 4 mois sont achevés. Un projet du gouvernement togolais soutenu par l'Union européenne dans le contexte du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique. L'infrastructure a été mise à la disposition des bénéficiaires. Désiré Aloyer pour le reportage. C'était le premier coup de pioche de réhabilitation du poste forestier de Kalaré dans le parc national Fazao Malfakassa. 4 mois après, voici le nouveau visage du site, plus accueillant. Une infrastructure rénovée, couplée de 116 km de pistes aménagées. Projet mis en œuvre par un consortium d'ONG, Organisation pour le développement et initiation à l'auto-emploi ODIAE
et JVPMR, avec comme enjeu travailler à renforcer la résilience des populations face au changement climatique, la protection de la faune et de la flore, une vision des acteurs. Au-delà de cette brigade, nous avons réussi également à ceinturer à 75% et l'aire protégée du parc Fazao Malfa-Kassa à travers des forêts communautaires. La surveillance du parc demeure l'une des fonctions essentielles pour la pérennité des aires protégées du Togo et la brigade de Kalaré dans le parc Fazao Malfa-Kassa, un atout pour un travail efficace. Cette nouvelle reconstruction donne un point fort aux éco-gardes et une volonté manifeste de faire un travail bien parce qu'ils se sentent maintenant en sécurité et il peut maintenant fournir un effort en conséquence. Les éco-gardes, l'administration forestière et les touristes ici à Kalaré sont désormais dans de beaux draps. Un effort du gouvernement togolais avec le soutien de l'Union européenne. Coût du projet, un peu plus de 28 millions de francs CFA. Et on est très engagé, tout comme les gouvernements togolais, de faire la lutte contre les changements climatiques. On est aujourd'hui à la fin de ces projets dans lesquels on vient d'inaugurer, mais ça ne se termine pas là. On va continuer avec d'autres interventions. Le parc Fazao Malfa-Kassa reste une ressource naturelle qui contribue beaucoup à l'équilibre écologique. Il a une superficie de plus de 192 000 hectares, environ 4% de la superficie du Togo, cadré par une dizaine de brigades forestières, complexes, gérées d'une façon participative. Nous allons toujours aider les éco-gardes dans la réussite de cette mission, parce que c'est un atout pour nous. Aujourd'hui, si la brigade de Kalaré abrite les animaux, les touristes peuvent venir voir ces animaux et ça nous ferait aussi des ressources. C'est le lieu de remercier l'Union européenne et le gouvernement togolais pour l'appui. La gestion durable de l'environnement, un enjeu pour le gouvernement togolais. Un projet matérialisé grâce au PALCC de l'Union européenne qui accompagne le gouvernement togolais dans la gestion environnementale face au changement climatique. La brigade forestière de Kalaré, en 2 blocs A et B rénovés, est à 20 km à l'ouest de l'Amadessi dans Tchaoudjo 2. Feu de brousse tardif, une menace pour l'environnement, un phénomène fréquent surtout en saison sèche. Le plus souvent incontrôlé, ces feux de végétation calcinent tout sur leur passage, portant atteinte à l'environnement. Nous vous proposons ce soir dans ce sujet les conséquences de ces feux ainsi que les mesures préventives. C'est avec Tchazinambaga. Nous sommes ici dans la préfecture de Bengal-Ouest. La montagne à l'entrée de la ville de Naki-Est, en venant de Dapaon, totalement consumée par les flammes dévastatrices des feux de brousse. Les populations ont souvent recours à cette pratique pour des raisons utilitaires comme l'aménagement des plantations ou la chasse. Des fois, ce sont des incendies involontaires dus à la négligence. Un mégot de cigarette jeté au bord de la route, par exemple. Il y a aussi des feux d'origine criminelle. Quelle que soit la source, les feux de brousse constituent un véritable danger pour la biodiversité. Les feux peuvent, lorsqu'ils ne sont pas contrôlés, brûler les récoltes. Également, il y a des élevages qui sont faits dans des fermes et que quand le feu arrive, ça peut brûler tous les poulaillers et le bétail et les volailles qui s'y trouvent. Un feu peut brûler tout un village avec tout ce qui s'y trouve comme habitation, les biens matériels, des êtres humains même qui vont même être calcinés dans des feux comme ça. Lorsque le feu est mis par hasard ou qu'il n'est pas contrôlé, vous allez vous rendre compte que tout de suite, une forêt qui était là avec tout son écosystème et les espèces végétales qui s'y trouvent vont partir en flammes. Et lorsque le feu n'est pas vraiment un feu planifié ou contrôlé, vous allez voir que vous pouvez tout de suite brûler des superficies de forêt. Chaque année, ce sont 30 000 km² de végétation, soit plus de la moitié de la superficie du Togo, qui partent en fumée. La menace est bien réelle. Voilà pourquoi, depuis 2008, le gouvernement a réglementé la pratique à travers le code forestier, notamment dans ses articles 64, 65 et 66. La réglementation aujourd'hui, c'est d'opter pour les feux précoces. Vous voyez, ces feux
qui brûlent avec moins d'intensité parce qu'ils sont mis à un moment où la dessiccation même des herbes est entre 60 et 70%. Alors en ce moment, les herbes brûlent mais ne brûlent pas entièrement. L'appel à la population, c'est de faire des pare-feux autour de tout ce qui est susceptible de brûler. Parce que des fois le feu arrive quand vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Donc, avec un pare-feu, au moins, vous pouvez couper l'élan du feu. Lorsque vous avez un édifice, un grenier, une plantation, avec un pare-feu, vous le protégez comme ça contre les feux. Le pare-feu ou coupe-feu est une bande de terrain défrichée de 3 à 5 mètres de largeur, comme celle-ci, permettant de limiter la propagation du feu vers les sites qu'on veut protéger. En plus de cette technique, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières mise également sur l'approche communautaire avec des comités anti-feu. Les comités anti-feu sont installés au niveau des populations pour qu'en cas de feu, ces comités puissent venir en aide aux populations et éteindre ce feu ou circonscrire ce feu. Aujourd'hui, la gestion des feux se fait d'une manière participative. C'est avec les populations que nous gérons ces feux. C'est pourquoi vous voyez qu'un peu partout, le ministère exhorte à ce qu'on mette en place des comités anti-feu qui jouent le rôle d'alerte en cas de feu pour alerter tout un village ou toute une communauté à pouvoir réagir et éteindre ou circonscrire le feu. Et lorsque le feu prend des proportions inquiétantes, il est indiqué d'appeler rapidement les sapeurs-pompiers qui ont l'art et les moyens appropriés pour venir à bout des flammes. Les consultations publiques sur le projet de la plateforme industrielle d'Adetikop se sont achevées. Elles ont permis de recueillir les avis des populations et les rassurer sur les impacts environnementaux de ce projet. Le résumé avec Abel Aboussi et Sonia Aminiko. Le projet relatif à la plateforme industrielle d'Adetikop est expliqué aux populations locales. Une plateforme dont l'investissement s'élève à 13 milliards de francs CFA a reçu l'adhésion des populations à la base. En prélude à la validation des études d'impact environnementaux, l'Agence nationale de gestion de l'environnement a procédé à des consultations publiques. Consultations qui ont permis d'exposer à ces populations l'intérêt de ce sujet. Ce projet a des impacts positifs. C'est d'abord les emplois directs et les emplois indirects. Les impacts négatifs, on peut ici parler des pollutions. Mais à ces pollutions-là, il y a des mesures correctives et des mesures de compensation. Le projet a été de fond en comble expliqué à ces populations et qui ont remercié les promoteurs de ce projet, le chef de l'État, pour avoir initié ce projet qui contribuera à leur bonheur. Située au nord de Lomé, la plateforme s'étend sur 400 hectares. Elle est destinée à créer 35 000 emplois directs et indirects conformément aux objectifs du PND. Il est question de promouvoir la transformation des produits locaux. Les gens d'Adoglové, les gens d'Adetikop, les villages entourants vont trouver du travail à faire. Les travaux ont démarré en août dernier. Il consiste à construire une zone industrielle et des services logistiques intégrés de classe mondiale. Dans l'actualité également, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Prussia a mené une enquête sur la corruption au Togo. Étaient concernés les ménages, les populations ainsi que les firmes. Le rapport d'enquête a été présenté aux populations de la région maritime. Le compte-rendu de Robert Potogbe et de Abidi Nyasingbe. Le Togo a une nouvelle cartographie de la corruption suite aux résultats de l'étude commanditée en 2019 par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le rapport est disséminé dans la région maritime. L'enquête du rapport structuré en 3 parties a porté sur la perception et le coût de la corruption vis-à-vis des entreprises et des populations. Le rapport contient la réalité de la corruption dans notre pays, les causes principales de la corruption dans notre pays. On a identifié la pauvreté, la cupidité, l'impunité. L'étude a aussi identifié les services les plus exposés à la corruption. La Prussia veut, à travers cette campagne nationale de publication de son rapport, impliquer tous les citoyens et les premières autorités locales pour faire front contre le fléau. Il faut que la population s'y adhère. C'est pourquoi dans nos mots, nous avons bien précisé que tout le monde doit pouvoir
être attentif à écouter toutes les communications qui passeront ici, à ne pas faire économie des connaissances ou des expériences que chacun de nous a en la matière et à pouvoir apporter plutôt sa pierre pour une contribution efficace. L'exploitation des données obtenues servira à actualiser le plan stratégique 2019-2023 de l'institution et à élaborer la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Suite de la visite de chantier de Madame le Premier ministre dans la région des Savanes, à Barkwasi et à Sadori, où elle a apporté les salutations du chef de l'État aux acteurs et bénéficiaires des différents projets, elle les a félicités et encouragés pour leur mobilisation à participer à la réalisation de ces projets. Nous suivons un petit extrait de Madame le Premier ministre. Je voudrais transmettre à vous tous et à toutes les salutations fraternelles de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous connaissez très bien, qui est un habitué de Sadori. Je voudrais saisir l'occasion pour vous dire que nous partageons toutes les difficultés que vous subissez dans la mise en œuvre de projets de réhabilitation et d'élargissement de la voie. Quand on prend la voie, on se rend compte de la difficulté que vous vivez au quotidien. Donc aujourd'hui, je viens vous dire, oui, il y a eu des difficultés, mais le gouvernement se mobilise pour pouvoir aider à ce que ces difficultés-là soient contournées et qu'on puisse réellement accélérer les travaux. L'IFAD de Barkwasi, ce n'est pas seulement pour Barkwasi, mais c'est pour toute la région, parce que ça va amener le développement de cette région-là, puisque ça va attirer des investissements importants dans le domaine de l'agriculture. Et c'est important que nous soyons tous mobilisés autour de cela. Ce qu'on nous demande, mes parents, chers parents, c'est que nous puissions nous mobiliser pour préserver, consolider cette paix et cette stabilité, pour permettre au gouvernement d'avancer sur le chantier du développement. Madame Victoire Tomega Dobé qui a donc échangé avec les différents acteurs impliqués dans la réalisation de plusieurs projets dans la région des Savanes. Réhabilitation et élargissement des routes, programme de construction des IFAD, tout se fait pour le bien-être des populations. Et visiblement, les bénéficiaires sont fiers et justement, ils mesurent la portée et l'impact de ces différentes réalisations. Suite de la tournée du Premier ministre à Barkwasi et sur l'axe Pia-Sarakawa-Kandé avec Adolphe Baka. Dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19, Madame le Premier ministre, dans la foulée de sa sortie de terrain, a échangé avec les populations à la base de Barkwasi et de Sadori. Acteurs et bénéficiaires des différentes réalisations, elle les a félicités et encouragés pour leur parfaite adhésion à la vision du chef de l'État, le grand architecte de différents projets. La politique chef de l'État, c'est de rapprocher l'économie auprès de la population. Et je crois que peut-être elle n'a pas dit beaucoup de choses, parce qu'en dehors de l'IFAD, des routes, le chef de l'État nous a construit l'ENI à Mango, nous a construit la maison des jeunes. Ça veut dire que la préfecture tient à cœur au chef de l'État. Nous avons recensé près de 4000 hectares sur demande du chef de l'État pour en faire des agropoles. Donc il y aura tout pour la jeunesse de Loti, pour toute la femme de Loti. Mettant l'accent sur l'IFAD élevage de Barkwasi, les uns et les autres ont bien compris les priorités du gouvernement qui, dans ses stratégies, allie bien l'ambition économique aux besoins locaux. En la matière, la région des Savanes n'en demandait pas mieux que la modernisation du secteur de l'élevage. Nous produisons du lait en quantité, mais des fois on les verse. Nous produisons des poussins, des bœufs, mais des fois ça meurt. Mais nous pensons qu'avec cette technique moderne, les choses seront au point. On n'aura plus beaucoup de décès de bétail, on n'aura plus beaucoup de décès de volailles, et qu'avec la technique moderne, nous sommes sûrs que nous allons agrandir notre parc en élevage et en petits bovins. La reconnaissance que nous avons envers le chef de l'État, c'est Dieu seul qui va le payer. Il sait bien que nous souffrons beaucoup. Et ce qu'on peut faire pour diminuer le chômage, c'est ce qu'il nous a apporté. Il est notre Dieu. Ce que le chef de l'État a fait dans Barkwasi ici, ces joyeux-là, ça répond à tout. Toute la savane ne vit que de l'élevage et de l'agriculture. Donc c'est une très bonne chose, la modernisation de ce volet de l'agriculture. Conformément à la feuille de route quinquennale du gouvernement, cet institut reste un symbole qui exprime tout,
le développement inclusif, la modernisation et l'emploi aussi bien pour les jeunes que les adultes. Projet, je l'accueille à 2 mai. Ça va beaucoup aider les jeunes du milieu. Ça va aider nous les femmes dans les AGR. On ne va plus souffrir à l'alimentation de nos enfants au niveau des laits et avec les jeunes au niveau de l'IFAD. Il y aura toute cette transformation à Barkossi. Madame le Premier ministre a aussi transmis les salutations du chef de l'État qui porte une attention particulière au programme de construction des 10 IFAD prévu en 5 ans, dont celui de Elavagnon dans l'Est Mono, déjà fonctionnel. Dans la suite de sa tournée, Madame le Premier ministre a visité pour boucler la boucle les chantiers des tronçons Pierre-Sarakawa-Conté, long de 65 km et estimé à 45 milliards de francs CFA, et l'axe Sadoré-Nali sur la RN17. Pour la chef du gouvernement, il s'agit d'inviter les entreprises à accélérer les travaux et permettre aux populations de jouir pleinement de ces voies. L'actualité ce soir, c'est aussi cette tournée de prise de contact du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Akoda Ayewadan, pour cette dernière étape, était dans les régions Plateau et Centrale. Écoutons le ministre de la Communication. Au plan infrastructurel, il est à noter qu'il y a une réorganisation qui s'impose relativement à nos différents services déconcentrés afin de mieux les installer pour que notre contribution à l'information de nos concitoyens soit plus efficace. Au plan matériel, un travail a déjà été commencé et il faut le poursuivre en termes d'équipement de nos services déconcentrés et en termes de rationalisation aussi des moyens que nous avons. Tout ceci me fait dire que le travail qui est réalisé jusque-là reste un travail de qualité. Mais dans cette volonté d'apporter une plus-value à l'existant, il nous faut continuer à travailler parce que notre département est un département clé. La ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation a quant à elle rencontré à Atapamé le personnel de la région des Plateaux relevant de son ministère. Objectif, présenter la feuille de route de son ministère et amener chacun à un engagement participatif pour l'atteinte des résultats attendus. Écoutons la ministre de l'Action sociale. La prise en compte de l'ensemble du personnel de notre département est un devoir pour nous. Non seulement pour partager avec tout le monde les orientations qui nous sont assignées, mais également pour échanger sur les moyens à mettre en œuvre pour réaliser avec efficacité la feuille de route qui nous a été donnée. Centre de loisirs et une adduction d'eau pour les populations de Bois dans Sotobois, infrastructure construite par l'ANADEB pour mieux répondre aux besoins des populations. On fait le point avec Désiré Aloyi. Elle a exprimé un besoin et aujourd'hui, c'est chose réalisée. Le gouvernement togolais, au travers du ministère en charge du développement à la base, dote la communauté de Boa, dans Sotobois 2, d'une infrastructure socio-communautaire. Un centre de loisirs flambant neuf. Cette infrastructure devient une plateforme de grandes rencontres au niveau des jeunes, en termes de recherche des solutions à leurs différents problèmes, surtout à leurs problèmes d'insertion socio-professionnelle. Ça va être aussi un lieu de rencontre de toutes les catégories socio-professionnelles, de tous les groupes du canton de Titibé qui n'avaient pas de ces endroits où il faut se retrouver. Parce que souvent quand il y a des réunions, même pour réfléchir sur le développement de Titibé, c'est les salles de classe. On a aussi un cadre de travail pour les séances de renforcement de capacité. Nous avons de l'eau. Le centre culturel est vraiment au complet. L'ouvrage est constitué d'une salle de spectacle, des bureaux et des logements. À côté, une mini-adduction d'eau pour tout le village. L'action sociale du gouvernement togolais se renforce davantage. Un besoin à la base, signe d'un développement amorcé à Bois. Ça vient répondre aux aspirations de la jeunesse
qui veut s'épanouir, qui veut bénéficier des infrastructures comme les grandes villes pour se divertir. Ça montre le développement. Quand les jeunes vont rester dans leur milieu parce qu'ils ont tout, ils vont développer le milieu. Ici à Boa, tous les ménages bénéficient de transferts monétaires, un soutien à la base à mettre à l'actif du gouvernement togolais. Objectif visé, rompre avec la pauvreté. Nous avons bénéficié ici à Boa beaucoup de transferts monétaires. Avec cet argent, beaucoup a changé dans nos familles. Les enfants sont bien nourris, on prend soin des enfants. Nous sommes très contents, nous remercions le chef de l'État pour ce soutien. L'infrastructure a été réalisée par ANADEB, Agence nationale de développement à la base, dans le cadre du projet philo-sociaux de base, avec le soutien de la Banque mondiale. Des projets similaires d'ouvrages sociaux collectifs sont en voie d'être matérialisés. Plusieurs déjà réceptionnés dans la région centrale. Réaction prompte du gouvernement face aux besoins des populations à la base. Aujourd'hui, le 29 novembre 2020, la situation de la pandémie au Covid-19 au Togo se présente comme suit. Nombre de cas confirmés, 2962, 16 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 2464, 29 nouveaux guéris. Nombre de cas actifs, 434 et 64 décès. Un communiqué signé par le professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Le 21 novembre 2020, le général Seyi Memen a été rappelé par son créateur à 82 ans. Ce 28 novembre, des hommages lui ont été rendus. Parmi les autorités présentes à la cérémonie, le représentant du chef de l'État, Aboudou Assouman, pour conduire le général dans sa dernière demeure à Sokodé. Désiré Aloye. Allah a donné, Allah a repris les autorités civiles, militaires, religieuses et les foules, au premier rang desquelles le représentant du chef de l'État, Aboudou Assouman, président de la Cour constitutionnelle du Togo, ont tenu aux côtés de la famille biologique exprimer leur compassion, la douleur suite à la disparition de l'illustre feu général Adam Kerike Seyi Memen. Reconnaissance traduite par des hommages pour honorer sa mémoire. Papa, tu fus un grand homme authentique envers tes enfants, tes épouses et tes petits-enfants, et un homme fidèle en amitié. Papa, tu étais notre pilier, notre forteresse, et ton brusque départ laissera un vide tellement immense que seul le souvenir de ton amour et de ton dévouement envers nous aideront à combler. Homme de pardon, tu nous as inculqué cette valeur qui t'a permis de vivre en paix, selon tes propres mots. Les cadres de la région centrale ont aussi témoigné. Pour nous, cadres de la région centrale, il ne fait aucun doute que tout le long de son parcours militaire comme politique, aux côtés du père de la nation, le général Gnassingbé et Adema, le général Seyi Memen a fait montre d'une grande loyauté, de fidélité et de rigueur, ce qui lui vaut les différentes promotions politiques et militaires. Durant sa carrière de député au ministre, nous, ses jeunes frères, avons beaucoup appris de lui. La première qualité que les cadres de la région centrale ont appris du général, c'est son humanisme, son humilité et son esprit de partage. Durant tout son parcours, il a toujours compris que combativité, loyauté et persévérance rimaient. Nous tenons à réexprimer nos différentes gratitudes au président de la République, son Excellence M. Faure Esozum Gnassingbé, pour son soutien multiforme et son affection à l'endroit de la famille éplorée. Feu général Seyi Memen a marqué aussi la vie du football au Togo et à l'international. Président de la Fédération togolaise de football, il a aussi servi à la CAF, Confédération africaine de football. Aujourd'hui, par ma voix, nos instances, notamment la FIFA et la CAF,
rendre hommage à un grand homme de football qui incarnait ce mélange d'humanisme, de travail et de générosité sincère. Je salue également devant vous le parcours exceptionnel d'un homme qui incarnait la rigueur et la détermination de ceux qui savent la valeur du travail et le prix de l'engagement bénévole. Toute la vie du général Seyi Memen témoigne de ses qualités qui en firent, je le répète, un homme unanimement apprécié, notamment au sein des instances dirigeantes de la première discipline sportive de notre pays, qu'est le football. Mais avant de diriger notre fédération, celui que nous pleurons a été joueur, entraîneur et président de club, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est logiquement qu'il a pris la tête de la Fédération togolaise de football en 1971. Sous son mandat, l'équipe nationale du Togo s'est qualifiée pour la première fois de son histoire à la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations en 1972. C'est l'époque des joueurs de renom comme Tommy Sylvestre, Oyin, Da Silveira Djevi, Nkwati et de l'emblématique Edmond Apeti, dit Dr Kaolo. Ce n'était là que le début d'un parcours qui allait le voir reprendre les rênes de la FTF de 1977 à 1982, une période au cours de laquelle le Togo remporta la Coupe du 20e anniversaire du Conseil de l'Entente. Puis plus tard, de 1993 à 1998, où il a permis de nouveau de qualifier le Togo à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Burkina 1998. Sur le continent, il a également laissé ses empreintes. Il a travaillé aux côtés du président de la CAF, Issa Hayatou, en qualité de vice-président pour asseoir le développement du football sur le continent. Les forces armées togolaises, par la voix du chef d'état-major général adjoint, le colonel Kodjo Ekpe Apedo, ont reconnu la bravoure du général, un homme qui exige de ses frères d'armes les bonnes pratiques de rigueur. Mon général et grand aîné, vous dont le parcours singulier et la riche carrière ont servi d'exemple pour les officiers de ma génération et pour tous ceux qui s'efforcent de marcher dans le glorieux sillon que vous avez tracé. Les archives garderont de lui, à la sortie de cette formation, le souvenir d'un officier de grande valeur intellectuelle, morale et professionnelle, ayant eu haute idée de son métier, s'acquittant de ses fonctions avec pragmatisme, rigueur et efficacité et suscitant l'admiration de tous par ses nombreuses décorations nationales et étrangères. Parallèlement à cette carrière militaire exemplaire, le général Memen laisse les marques d'une personnalité éprise de valeurs sûres dans le management des organisations étatiques et internationales. Ses qualités de gestionnaire rigoureux ont ainsi permis aux douanes togolaises d'engranger des recettes exceptionnelles lors de l'exercice 1984, ce qui lui a valu les chaleureuses félicitations du chef de l'État. Les hommes et les femmes de la police nationale aussi se souviennent encore de son goût prononcé pour l'excellence, son sens de la rigueur et la qualité de ses analyses. L'accession au rang du général de brigade le 25 avril 1997 fut pour lui et pour tous ceux qui avaient suivi son parcours hors du commun la consécration d'une carrière bien remplie. Mais l'on ne saura épuiser la vie et l'œuvre du général Memen sans évoquer l'engagement qui fut le sien en faveur du développement du sport en général et du football en particulier au plan national, africain et global. En nous inclinant respectueusement devant votre dépouille, nous disons que c'est à Allah qu'appartient ce qu'il a pris et c'est à lui qu'appartient ce qu'il a donné. Que sa volonté soit faite.
Le général Adam Kerike Seimemen fut ministre de l'Intérieur, puis ministre de la Justice. Il a servi aussi à la tête de la police togolaise, puis directeur général des douanes. Il a joué les premiers rôles à la tête de la FTF et à la CAF. À 82 ans, il a brisé les amas le 21 novembre 2020, laissant derrière lui une famille affligée par son aller sans retour. Il repose désormais dans l'intimité familiale à Sokodé. Son âme repose en paix. Sport, à présent, en match comptant pour le premier tour des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football, CAF. Unisport de Sokodé a reçu cet après-midi Coton Sport de Garoua au stade de Kégué. La rencontre a tourné à l'avantage du club camerounais avec un score de 2-0. Le résumé de la partie avec Jean Kofi Ededi. Pour le vice-champion du Togo 2019-2020, Unisport de Sokodé, l'apprentissage en Coupe continentale démarre difficile. Lors de son premier match de la compétition face à Coton Sport de Garoua, le club togolais en a eu pour son compte. Les habitués ont dicté la loi. Mais Coton Sport de Garoua a passé un après-midi tranquille à Lomé. Plus en place techniquement et physiquement, les cotonculteurs du Cameroun ont réussi à trouver la faille et ont ouvert le score à la 34e minute. Œuvre de Souaïbou Maro. Unisport subit donc la domination de l'adversaire sans grande réaction durant la première période qui finit sur cet avantage du club camerounais. Du retour des vestiaires, Unisport se montre mordant, mais pas pour longtemps. Les Rouges ont vu leur ardeur vite émoussée par le second but camerounais signé Lambert Gemeraïna. Un déséquilibre des forces s'installe. Coton Sport avance, Unisport subit. Et c'est sur ce visage de jeu traduisant la méforme des Togolais qu'a pris fin ce match aller du premier tour préliminaire de la Coupe CAF. Le retour est prévu pour dimanche 6 décembre au Cameroun. Par un communiqué, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 11e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu demain lundi 30 novembre 2020 à 15h au siège de l'Assemblée nationale. Un communiqué signé par Yawati Bodi-Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale. Et ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir subi. Très belle soirée chez vous, dans le respect des mesures barrières. Rendez-vous à 22h30 pour l'édition de nuit.